On est bon? C'est good. Ok, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on reçoit un top athlète, il est là avec le sourire, il cherchait un petit peu où est-ce qu'il devait parler, s'il devait regarder la caméra ou pas, ça m'a bien fait rire d'entrée de jeu. Denise, présentation. Bonjour, je m'appelle Denis Demercapou, athlète professionnel de K1 et de boxe thaï. Magnifique. Ben écoute, tu viens d'embrayer d'entrée de jeu sur K1, K1 et boxe thaï. Est-ce que tu sais nous faire déjà juste une petite différence de ce que ça représente? On parlait du clinch tantôt, on parlait un petit peu des différences qu'on peut retrouver dans les... Le K1, le kickboxing, c'est un sport qui était un dérivé justement de la boxe thaï. C'est les Japonais qui ont un peu peaufiné le sport à leur manière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coup de coude. Il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de projection. En boxe thaï, c'est un sport assez complet où on a du clinch, les coudes, les poings, les coups de genoux et les jambes. Dans le kickboxing, c'est plus ou moins pareil, sauf que vous enlevez le clinch, les projections et les coups de coude. Donc, c'est des sports qui se ressemblent pas mal, mais il y a peu d'athlètes qui arrivent à les pratiquer très bien, les deux en même temps. Ok, ben ça c'est une de tes spécialités justement. Voilà, moi je me dirige vers les deux car j'estime que je suis un combattant assez complet et je me sens capable de faire les deux, donc tout ce qu'on me proposera, ben, je le ferai. Ah bah c'est magnifique. Je sais qu'il va y avoir du monde qui va regarder un petit peu la vidéo et je sais que parmi ça, à mon avis, mon père regardera aussi parce que c'est un grand fan des arts martiaux, c'est un judoka. Et pour anticiper un petit peu le message qu'il va m'envoyer, est-ce que tu sais juste expliquer ce que c'est un clinch? Un clinch, c'est comme une sorte de lutte, sauf que ça va pas au sol. C'est pas comme en MMA, on se retrouve pas, on peut pas continuer au sol. Il y a beaucoup de placements de mains, c'est des prises, la prise de la nuque, et voilà. Ouais, tu agrippes simplement la Tu agrippes et justement un clinch il est fait pour placer des coups de genoux. Ok, mais je crois que c'est... Et pour neutraliser un peu l'adversaire. Ouais, voilà, mais il peut pas tenir plus de 3-5 secondes? Non, ça c'est en kickboxing. Ouais, ok, ça marche. En boxe thaï, on peut continuer le corps à corps, le clinch, et il y a souvent des coups de genoux qui se placent, des coups de coude, donc c'est une des parties les plus dangereuses du combat. Ok, top. Bah écoute, si tu es venu aujourd'hui, c'est parce qu'on a un athlète en commun, c'est Issam. Donc on va lui remettre un bonjour déjà, il regardera sûrement la vidéo. Je voulais savoir comment est-ce que tu t'étais lancé dans les sports de combat? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer en fait? Faut savoir que mon père, paix à son âme, c'était un athlète professionnel aussi et qu'on a été bercé dedans depuis notre naissance. C'est un héritage familial. J'ai commencé, je crois, à donner mon premier coup de pied à l'âge de 3 ans peut-être. Ouais, t'as baigné dedans quoi. J'ai baigné dedans. C'était un jeu en fait. On allait à la salle de sport. Moi et mon frère, on jouait là en fait. C'était notre jeu, c'était notre cours de récréation. On envoyait des coups de pied, des coups de poing. Et par après, j'ai effectué mon premier combat à 8 ans. Et c'est là que j'ai pas arrêté. C'est là que jusque maintenant, j'y suis encore, quoi. T'avais commencé sur Bruxelles? J'ai commencé sur Bruxelles, toujours avec mon père. Tu te rappelles de la salle où t'as commencé? Franchement, la salle où j'ai commencé, c'est mon salon, j'ai envie de te dire. C'est là où tout a commencé. C'est mon salon avec mon père. Et voilà, c'était une sorte d'amusement. On voit un high kick, on voit une droite, on voit un crochet, on voit un coup de pied retourné. Il avait fait de la compétition aussi? Mon père, il a fait de la compétition pendant longtemps. Mon père, il avait, je pense, une 150 combats, je pense, Ah ouais, quand même. à son actif. Et franchement, il m'a baigné dedans, quoi. Donc, je le remercie encore. Et c'est avec sa vision du combat que je combats aujourd'hui encore. Franchement, c'est terrible. S'il était encore là, franchement, je pense qu'il serait clairement fier, quoi. Ouais, j'espère. Et t'as combattu déjà un petit peu au cours. On a combien de combats déjà à l'actif? Là, j'ai 73 combats. Ouais, 73 quand même. Pour 7 défaites. Et chez les pros? J'ai 10 combats chez les pros. Ouais. Pour 7 victoires, dont 6 KO. Ça a commencé quand ça? Ça a commencé il y a exactement 4 ans. Mais entre-temps, j'ai eu des grosses blessures dont j'ai dû avoir du repos forcé, quoi. Tu sais nous en parler un petit peu plus? J'ai eu les ligaments croisés antérieurs déchirés. Ouais. Les deux? Non, juste le genou gauche. Ouais. La première blessure, j'ai pris 7 ou 8 mois
à récupérer. Ouais, encore, ça va, t'as récupéré suffisamment vite. Hein, parce que... Et la deuxième blessure, plus ou moins pareil, mais c'était beaucoup plus intense. La rééducation elle était beaucoup plus intense et mieux encadrée. À ce moment-là, quand tu t'es blessé, est-ce qu'à un moment tu t'es dit ouais j'arrête ou t'avais juste envie Franchement, tous les jours en allant chez le kiné, c'était un combat. Hein. C'était vraiment pas facile hein, parce que j'ai l'habitude de faire des entraînements explosifs, dynamiques et tout ça. Et là, c'était totalement différent. On travaillait sur d'autres choses. On travaillait sur vraiment la musculation d'un muscle précis, sur des sauts, sur la perception de la douleur aussi. la perception de la douleur. Il y avait beaucoup d'appréhension. La mobilité, c'était toutes des choses que je connaissais pas auparavant et que j'ai dû apprendre à connaître et j'ai dû m'y faire. Est-ce que tu penses que ça t'a rendu plus fort et déjà plus serein quand tu attaques tes entraînements maintenant? Ça m'a rendu beaucoup plus fort. Je pense que je suis plus fort que jamais, notamment mentalement et physiquement, car l'encadrement que j'ai eu, c'était un encadrement assez professionnel. Ouais. Et franchement, je regrette en rien ce que j'ai fait et les sacrifices que j'ai fait. Super, c'est déjà une bonne chose hein, parce que vivre dans les regrets, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Ah oui. Et moi, je voulais savoir aussi, c'est parce que tu as une vie un peu de fou pour le moment à 100 à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois tu es en Belgique, une fois tu es en Hollande. Ouais, Comment tu organises un petit peu ta semaine par rapport à ça? Bah écoutez, quand j'ai un combat qui approche, je me dirige vers la Hollande où mon entraîneur est, où j'ai mon club à Amsterdam. Donc j'ai un logement là-bas et je m'entraîne 3 voire 4 jours par semaine là-bas et je reviens après ici en Belgique en fin de semaine généralement. Où est-ce que tu t'entraînes? Donc du lundi par exemple au jeudi matin ouais. et puis le jeudi matin je prends la route pour Bruxelles et je reviens. En voiture? En voiture. Ouais, ça va déjà beaucoup plus vite. Quoi. Ah ouais, parce qu'en train, c'est la guerre. C'est la guerre, hein. Ouais, je me doute. Quoi. Et tu t'entraînes où ici à Bruxelles? Ici à Bruxelles, je m'entraîne un peu de mon côté. Je m'entraîne notamment avec mon ami Youssef quand il est là. Monsieur Bouganem. Bouganem, quand il est là, je m'entraîne souvent avec lui. Au Bruxelles Fight Sport. Oui, donc c'est sa salle, la Palais 12. Hein, ça, au Palais du Midi. Ouais. Au Palais du Midi, à côté de l'avenue Stalingrad. Ouais, ouais. Et je m'entraîne aussi au Queensbury, seul. Très connu. C'est la salle de mon enfance. J'ai notamment la salle Lonaja. En fait, je vais un peu partout, mais je m'entraîne souvent seul. Je fais des entraînements seul, donc j'ai pas vraiment d'encadrement ici à Bruxelles. L'encadrement, c'est plus en Hollande, c'est plus à Amsterdam. Donc là-bas, je suis vraiment encadré, vraiment de manière très professionnelle. J'ai mon entraîneur qui m'entraîne, on a un kiné, on fait des préparations physiques, c'est le matin et le soir. Ici, je suis plus livré à moi-même. Je reproduis ce que j'ai fait en fait. Et c'est bien que tu en parles. Est-ce que tu gardes un contact constant par email ou par SMS ou quoi que ce soit avec ton préparateur qui te dit quoi faire? Oui, mon préparateur, mon entraîneur Kamal Chabrani, il est là 24 sur 24 pour moi. Quand j'ai une question à lui poser, il me répond directement. Franchement, il me dit ce que je dois faire, il me guide quoi. On est en contact permanent, on est tout le temps en contact. Ok, super. T'as quel âge aujourd'hui? 21 ans. 21. Ça va, t'as grandi très vite. Hein. Comment tu vois ta carrière au fur et à mesure? Parce que on en parlait un petit peu en dehors des caméras, mais on sait qu'à un moment, un athlète, il connaît ses heures de gloire et il connaît aussi parfois le déclin parce que le physique se dégrade petit à petit. Est-ce que tu as déjà pensé à l'après, bien que ça soit peut-être trop tôt? C'est-à-dire, est-ce que tu te vois après comme entraîneur ou gérant d'une salle de sport ou carrément autre chose? Franchement, je pense que j'aime tellement mon sport que je pense pas que je vais le quitter. Je pense que je vais rester constamment dans le milieu, que ce soit en tant qu'entraîneur ou peut-être en tant que manager ou en tant qu'organisateur de gala. Tu vois, j'ai plein de choix en fait à pouvoir faire, mais une chose est sûre, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est continuer à transmettre mon savoir aux plus jeunes et aux générations qui arrivent. C'est un truc qui te parle, ça? C'est un truc qui me parle. En fait, la boxe, c'est notre monde, quoi. On a été baigné dedans et je pense pas que je pourrais la quitter, j'aime trop ça.
Boxe taille, hein. La boxe style, kickboxing, il est le sport pied-point, quoi. Ouais, tu vois, c'est hallucinant. Euh, à l'heure actuelle, est-ce que tu es en train de te préparer pour un combat? Je suis en train de me préparer pour un combat. J'attends juste une confirmation. J'espère que ça va se faire. C'est pas toujours évident avec le Covid Il y a car déjà on sait plusieurs trucs qui ont jamais. été repoussés et tout. Ouais, il y a plusieurs trucs qui ont été repoussés. C'est pas évident dans la tête d'un athlète de mon âge de se préparer à chaque fois, d'être dans l'incertitude en fait. C'est dans le doute. Ouais. C'est être dans le doute constamment en fait. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si ton combat il va vraiment avoir lieu ou pas. Tu es constamment dans le doute. Donc c'est plutôt un combat contre toi-même. C'est vraiment pas évident. Et on parlait, c'est important en Belgique en fait qu'il y ait des athlètes comme toi pour en témoigner aussi. C'est-à-dire que tu es athlète professionnel. Est-ce que, en tant qu'athlète professionnel, tu sais vivre réellement de ton sport? Franchement, c'est très très difficile de vivre de son sport, de notre sport en Belgique, Mhm. car, on n'est pas vu comme le football ni le tennis. Pourtant, on effectue, je pense que notre sport, il est peut-être même parfois plus dur que le leur, et que en termes de sacrifice en termes de sacrifice tout court, en fait, Ouais, vous n'êtes pas là pour simuler quand vous on n'est montez. pas là pour simuler, on prend des vrais coups, on prend des vrais chocs, et on, on va sentir les dégâts plus tard, quoi. Qu'est-ce que tu ferais si, s'il y a une plus grande échelle, aujourd'hui tu avais un environnement qui te le permettait, est-ce que tu ferais bouger les choses? Est-ce que toi tu as des idées pour commencer à te dire, ok, les athlètes professionnels en Belgique, ils sont considérés comme professionnels mais ils ne gagnent pas leur vie correctement, comment tu ferais bouger les choses si tu pouvais le faire? Franchement, je les mettrais à la même échelle que tous les footballeurs qui, eux, ont une vie qui est assez confortable en Mhm. termes de finances. Ouais. Je les mettrais à la même échelle qu'eux parce que y a pas de... Franchement, la boxe thaï et le kickboxing, c'est des sports super durs. Même la boxe anglaise, elle n'est pas assez reconnue ici en Belgique. En fait, les sports de combat ne sont pas assez reconnus. Il y a encore trop d'amalgame. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça qu'on en Il y a parle encore aussi. assez une mauvaise image. Il y a encore une mauvaise image dessus. Ouais, mais, enfin, mais ça c'est la Belgique en fait, c'est l'évolution des mentalités. On a l'impression qu'on n'a pas envie d'évoluer. Et on a même l'impression que parfois, c'est ça qui est le plus violent, c'est que on se bat par passion. C'est dans notre sport, hein. Moi c'est un sport de force, toi c'est un sport de combat, c'est encore un autre délire. Euh, on se bat vraiment pour ça, parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de progresser là-dedans. Quand tu gagnes, ben, la presse va être contente et va dire ouais c'est le Belge qui a gagné, c'est Denise Belge, etc. Qui a gagné son combat, on est fier parce qu'il a représenté la Belgique, mais s'il perd, ben, des fois on n'en entend pas parler ou alors on nous oublie vite, tu vois. Ah, c'est ça, c'est passer de l'ombre à la lumière très vite. C'est difficile d'être un athlète, professionnel. Il n'y a pas tout le monde qui peut emmagasiner ça. Ouais. Parce que c'est difficile pour un athlète du jour au lendemain de se retrouver à l'ombre alors qu'il était à la lumière. Mais bon, je pense que ça fait partie un peu du succès en fait, de se retrouver comme ça. C'est marrant, triste, mais c'est comme ça. c'est marrant que tu parles de ça parce que pour moi c'est important. En fait si tu n'avais que des hauts, tu pourrais pas savourer autant ces moments où tu es dans le top de ta carrière ou des moments qui sont exceptionnels si tu n'avais pas connu des bas avant ou vice versa. Donc ça doit être par cycle en fait quelque part, tu vois. Je dis pas que il faut pas se forcer à perdre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand t'as atteint un pic de succès, tu sais vraiment savourer parce que tu as eu du chemin derrière. Bien sûr, Tu plus le vois. combat est dur, plus la victoire est belle, Ben comme on voilà, dit. mais c'est exactement ça. Et forcément, après, quand il y a des défaites, je sais pas si tu es dans ce cas-là, mais je pense c'est que est-ce que tu appréhendes en fait la réaction des gens, tu te dis ouais, si je perds, on comptera plus sur moi. Franchement, maintenant, auparavant, oui, quand je m'étais blessé pour la première fois, mais cette blessure, elle m'a ouvert les yeux. Auparavant, je me doutais de ce que pensaient les gens et tout ça, mais maintenant, je m'en fous. En fait, je sais que quand tu es au top, tout le monde est là à te supporter, tu es le meilleur et tout ça. Mhm. Mais quand tu es au plus bas, il y a personne, il y a que ton cercle, ton petit cercle, et vraiment les gens qui t'aiment et qui veulent ton bien, qui sont derrière toi. Tu vois, c'est comme ça, c'est triste, mais je pense que Mais c'est ça qui fait que tu sais avec qui tu dois rester. tu sais avec qui, tu sais que ton cercle doit être restreint et que tu sais que
Que voilà, que les gens, ils veulent pas spécialement ton bien, ils sont pas là vraiment pour toi en fait. Ils sont là pour ton succès, ils sont là pour tes victoires, comme pour tes défaites. Ils sont pas là pour tes défaites, ils sont que là pour tes victoires et pour tes hauts, pour tes moments de brillance. Une fois que tu brilles, il y a beaucoup de gens derrière, il y a beaucoup de gens avec toi. Mais une fois que Mais ça tu vois pas le commence à travail en remonter, amont derrière, quoi. voilà, c'est Ouais. ça. Ouais, je comprends. On a parlé de ta blessure. Comment était survenue cette blessure? Écoutez, j'étais en train de préparer. La première blessure, elle est parvenue quand j'étais en train de préparer un combat pour Abu Dhabi. À l'entraînement, j'ai envoyé un coup de pied et le ligament il a sauté, quoi. Sur la réception. Sur le coup que j'ai envoyé, parce que ma jambe d'appui elle a sauté. Si vous voulez, j'ai envoyé un coup de pied droit et ma jambe gauche elle a sauté. Et la deuxième fois, c'était au Japon. C'était au Japon, à Osaka, au K1. Mhm. À la fin du premier round, je lui envoie un coup et si vous voulez, il saute à ce moment-là. Et ce que je fais, c'est que je continue encore un round complet avec la blessure. Ce qui fait que le ligament il était complètement pété et que je pouvais plus continuer. Parce que j'avais plus de stabilité, plus d'appui pour pouvoir continuer, et plus la force nécessaire dans mes jambes pour pouvoir continuer le combat. Je sais que c'est un truc de fou, mais à ce moment-là, tu as ressenti la douleur, mais tu Ah, pensais pas que c'était j'ai aussi ressenti grave. la douleur, je savais qu'il y avait un souci dans mon genou. J'étais sûr qu'il avait ressauté parce que j'ai entendu un claquement à l'intérieur de moi-même et si vous voulez, j'étais tellement devant, j'étais tellement au-dessus et je voulais tellement bien faire parce que c'était un gros combat quand même, c'était franchement un gros combat. Je voulais tellement bien faire que j'étais obligé de continuer, mais c'est comme ça, sur le moment même, tu gères pas, mais tu te dis, je dois vraiment pas abandonner, je peux pas lâcher en fait. Et voilà, jusqu'au moment où j'en pouvais plus et j'étais obligé de l'arrêter parce que ça allait plus, je sentais que j'allais causer encore plus de dégâts à mon genou si ça continuait. Et si c'était à refaire, et que au moment où tu sens la douleur au genou, ça arrive à nouveau, est-ce que tu aurais la maturité nécessaire? Je parle de maturité, c'est plus la conscience nécessaire pour te dire ok, j'arrête parce que là de toute façon c'est foutu, je risque d'empirer la Si c'était à situation. refaire, Tu le refais de la même. non, je le refais d'un côté, je me dis, je le refais de la même parce que ça m'a fait grandir et je remercie le bon Dieu de m'avoir donné une épreuve comme ça car maintenant, je suis sûr d'être 3 fois plus fort. Mhm. Mais sur le moment même, je me dis que je dois pas me précipiter. Parce que moi, j'ai tendance un peu à me précipiter quand je touche l'adversaire. Parce que j'ai beaucoup de victoires par KO. Je me suis précipité sur l'adversaire et je me suis blessé. Je me suis blessé tout seul en fait. J'ai perdu contre moi-même. Ouais, c'est ça le plus rageant, hein, quelque part aussi. Si il y avait une anecdote, sans doute l'une des pires que tu aies connues, laquelle ce serait? Parce que tu doutes bien que si je parle d'anecdote, la pire que tu aies connue, il y aura après la plus belle que tu aies connue. La plus pire que j'ai connue, c'est ce combat au Japon où j'avais la victoire À portée de main. vraiment à pas à portée de main. Franchement, j'avais la victoire parce que le mec, je le fais compter et je suis vraiment à un fil de gagner le combat. Et je me recasse le genou, je me rebrise le ligament. C'est ça ma pire anecdote. Dans un stade rempli avec 10 000 personnes contre le champion en titre du K1, c'était un rêve pour moi de boxer au Japon depuis tout petit. Quand j'ai regardé ces gros événements avec des Jérôme Le Banner, Bader Hari, Ouais, Jérôme Le Banner, on connaît bien. Hein. dans des gros stades au Japon, franchement ça m'a fait rêver et c'était une de mes plus belles expériences. Et c'est la pire anecdote aussi, car le combat il m'est passé sous la main. Ouais, mais je peux comprendre. Et l'un des plus beaux combats que tu gardes en tête. C'est mon premier combat sans protection, je pense à l'âge de 15 ans en Irlande, ou 14 ans en Irlande, contre un homme, je pense, de la vingtaine d'années. J'ai accepté le combat un jour avant et j'ai fait l'un des plus beaux combats de ma carrière. J'ai fait vraiment. C'est ce jour-là que je me suis dit, je vais devenir un boxeur professionnel et j'ai envie de faire ça toute ma vie, tu vois. 15 ans, quoi. Quel truc de fou, quand même. Ouais, c'est assez prématuré, mais franchement, c'est ce jour-là que je me suis dit, Denise, t'as envie de faire ça de ta vie. T'as pas envie d'être
prof de gym ou bien Ouais. architecte. T'as envie d'être boxeur. Ouais. Bah après, si tu sais viser correctement, bah, t'es un peu l'architecte de la boxe, hein, quelque part. Voilà. C'est La normal. boxe, c'est un art, la boxe. C'est pas Bah si ouais, facile bah qu'on bien le sûr, croit. bah bien sûr. C'est toute une stratégie. C'est comme si tu partais en guerre. Hein. Il y a une stratégie, il y a une préparation, il y a toute une gestion. C'est vraiment. Et un athlète, c'est vraiment un sport dur. Il est tout le temps remis en question. On est tout le temps remis en question. Moi, personnellement, parce que je prends vraiment ça à cœur et j'ai vraiment envie d'être le meilleur, Mhm. je suis tout le temps remis en question. Tu vois, c'est vraiment une vie dure, la vie de boxeur. De vrais boxeurs, hein, pas de boxeurs en carton. Hein. Ouais, je comprends. Des vrais boxeurs. T'en as beaucoup des boxeurs en carton? Non, c'est pas des boxeurs en carton, c'est des boxeurs qui veulent boxer à petit niveau. Ouais. À petit niveau, tu te prends pas la tête, mais quand tu veux boxer à haut niveau et que tu donnes vraiment, tu prends vraiment des sacrifices et qu'il t'arrive, que tu t'entraînes 2 fois par jour, que tu fais attention à ce que tu manges, que tu vas chez des kinés pour faire attention vraiment à ton corps, à ton outil de travail, et que tu as eu des blessures, et que tu reviens, franchement, que tu veux vraiment y arriver, que tu mets vraiment du tien, quand tu as vraiment un projet qui te tient à cœur, tu te remets en question souvent. Ouais, tout à Et fait. c'est ça qui est dur dans la boxe. Et c'est qu'un boxeur, il est souvent seul. On est en équipe, mais on est seul. Tu te poses beaucoup de questions. À chaque fois, c'est un challenge. C'est vraiment un sport vraiment dur. Est-ce que t'es arrivé à un stade où t'appréhendes plus avant de monter sur le ring, ou t'as toujours une appréhension avant? Il y a toujours une appréhension avant. Il y a toujours une peur. Le boxeur qui dit qu'il n'a pas peur, c'est soit il s'en fout, soit il est complètement fou. Parce que tu as toujours une peur. Moi, j'ai la peur de perdre. Tu as la peur de décevoir ton équipe. Tu as la peur de décevoir tes proches. Tu as la peur de décevoir toi-même. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu t'entraînes, quand tu fais ça depuis tant d'années, Ouais, et puis il y a des fois, c'est vrai, tu prépares pendant un an et demi, Voilà. t'as que ce combat en tête. et puis tu arrives et tu fais pas ce que tu avais prévu. Ou bien tu fais pas une assez bonne performance et tu es déçu de toi. Parce que parfois, gagner, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau. Hein, gagner. Tu peux gagner un combat et être dégoûté. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Je me dis, purée, quel combat. J'aurais préféré perdre et faire un vrai combat que gagner et faire un combat vraiment moyen, voire insatisfaisant pour moi-même. Parce que je mets la barre haute, on met la barre Mais haute. bien sûr, mais ça je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais maintenant c'est toujours ça en fait le problème. Est-ce que le palmarès que tu as actuellement t'a permis de grandir et continue de te faire grandir? Je pense que oui. Mais si tu avais eu, je sais pas moi, par exemple des super combats que ça serait joué au fil du rasoir à chaque fois, mais que tu avais enchaîné, je sais pas, 30 à 40% de défaites en plus, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais prétendre à d'autres choses aussi? Est-ce que tu penses pas qu'on te dirait, ouais non, celui-là il retourne dans le bas de classement? Franchement, franchement, avoir 30 à 40% de défaite, ça doit être vraiment difficile. Surtout que moi, j'ai connu la défaite, mais franchement, rarement, quoi. Mhm. J'essaie d'avoir le moins de défaites possible. Je fais toujours mon meilleur pour gagner. Et mon père m'a toujours transmis que si t'es pas le meilleur, t'arrêtes, tu vois. Tu vas faire autre chose. Je fais pas ça que pour le plaisir. J'aime ça, mais j'ai une obsession, c'est d'être le meilleur. En fait, c'est ça le truc, c'est incroyable, hein, parce que quand tu es compétiteur, c'est les gens qui disent ouais, j'ai envie de tester une compétition, mais ils savent pas la différence entre le sport amateur et la compétition. Et il y a vraiment un fossé. Quand tu passes dessus, faut s'apprêter vraiment à se dire, bah, quand tu fais de la compétition, bah, il y a de fortes chances que tu te pètes les dents et tu te blesses aussi. C'est un risque accru de blessure, hein, y a rien à faire là-dessus. Et t'es passé par là, moi je suis passé par là, dans mon sport, hein, bien sûr. Et quand t'es dedans, franchement, pour en sortir, mentalement, tu te poses des questions, quoi. Ça fait mal, quoi. Donc, ouais, je comprends quand tu me dis ça, parce que c'est vraiment la différence entre de l'amateurisme et le professionnel. Le professionnel, sa vie tourne autour de ça. Il a que ça comme objectif. Voilà, c'est Il ça. se lève le matin, il a que ça. Il a que ça. Et plus la date elle approche, moins il faut lui parler. C'est un truc de fou. C'est Hein. exact. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre ce style de vie et dire ouais, mais pourquoi tu fais ça? Parce que si tu vois que la finalité,
il y a des fois, il y a des athlètes professionnels, j'en connais, t'en connais aussi, qui gagnent pas d'argent avec ça. Et alors, il y en a qui se disent, c'est quoi la finalité? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te fais du mal? Tu vois. Parce qu'ils aiment tellement qu'ils savent plus s'arrêter en fait. C'est devenu un mode de vie, une drogue, tu vois. Ouais, c'est tout à fait ça. Drogue C'est ça qui te positive. fait vibrer. C'est ça qui te fait vibrer. Parce que si, allez, mourir avec des regrets dans la vie, à quoi ça sert? Demain, t'as envie de dire plus tard, je sais pas, à tes enfants, j'espère, si tu veux des enfants, j'espère, hein, que tu pourras leur dire, ouais, moi, au moins, j'ai réussi ça dans ma vie, j'ai fait quelque chose qui m'a fait vibrer. C'est pas quelque chose où tu te dis, ouais, non, j'ai passé mon temps à travailler de 8h à 18h et puis je me posais devant la télé jusqu'à 22h30. C'est un choix, c'est un choix, un mode de vie. Ceux qui travaillent de 8h à 18h, ils ont pas forcément toujours le choix. Moi, j'opte pas pour cette optique, j'opte plutôt pour l'optique de vivre de ma passion et de me donner à fond pour réaliser mes rêves et être content, être content de ce que j'ai fait. Tu vois, d'avoir un parcours où j'ai accompli ce que je voulais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais pour moi, c'est ça le plus important. C'est vraiment réussir. En fait, je sais pas comment on pourrait définir réussir sa vie, mais c'est en tout cas faire en sorte de réaliser ses rêves, c'est la meilleure des choses à faire, je pense. Je pense que c'est ça, et pas se mettre de barrières et avoir des objectifs et avoir toujours envie de faire plus et de viser plus loin et pas hésiter parfois à se mettre d'aller en dehors de sa zone de confort. Ça, c'est le plus dur, hein, ça. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur pour tout le monde, c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais. Franchement, y en a qui terminent leur boulot par exemple à 18h, ils ont envie juste de se mettre devant leur télé à bouffer des chips. Ce que je peux comprendre, on en a tous envie. Ce qu'on peut comprendre, et il y a ceux qui après le boulot, ils vont se lever par amour du sport et par amour d'eux-mêmes. Bien sûr. Parce que tu dois t'aimer, tu dois te faire du bien. C'est clair. Le sport, ça fait du bien. Tu fais du bien à ta santé. Tu vois, Ouais, t'investis en toi-même, c'est un investissement en soi-même pour la longue durée, à long terme. C'est un investissement à long terme, le sport. C'est bien, ça te vide l'esprit, ça t'empêche tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique. Franchement, ça te rend plus fort, franchement, le sport. Clairement, ouais, ça t'amène une autodiscipline, ça te permet de te libérer l'esprit, ça permet de calmer les tensions, et même en dehors de ça, là, à long terme, comme tu as dit, ça t'empêche d'aller chercher des vices aussi. Tu vois, parce qu'il y a des personnes, j'en connais, et je les juge pas, parce que c'est normal, quelque part, d'avoir des hauts et des bas, mais se poser à la maison, la seule chose dont ils ont envie, c'est d'une petite bière, ou d'un alcool, ou peu importe, tu vois, et qui se posent, et puis qui se disent, ouais, mais de toute façon, c'est bien, je suis dans mon confort de vie, ça se passe bien, sauf que leur vie se dégrade, en fait, au fur et à mesure du temps, parce qu'on sait que c'est des substances qui vont pas les aider, tu vois. Le sport permet de sortir de ça, parce que le sport, derrière, ça amène aussi un mode de vie plus sain automatiquement, parce que je pense sincèrement que l'être humain est fait pour évoluer. Je m'entends par là que demain, je te dis, toi Denise, tu veux atteindre cet objectif, tu as atteint cet objectif, très bien, mais le but c'est pas que tu restes constant, parce que même à un moment ça va te faire chier, tu as envie de monter plus haut, et puis après l'objectif tu as encore envie de monter plus haut. Exactement. C'est normal, tu vois, l'être humain est fait pour évoluer. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Si demain par exemple tu es un jeune étudiant et que tu dis ok, je veux mon premier appartement, tu as un appartement, tu es content, tu as un vieux sofa pourri qui est déchiré de partout, bah, il y a un moment ou un autre, il est fort possible que dans ta vie tu te dises ouais, j'ai quand même envie d'un nouveau sofa, ça serait bien, je vais essayer de. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est exactement ça. Tu parlais de Youssef Bouganem tantôt. Pour toi, c'est un exemple? Franchement, c'est un exemple parce qu'on a plus ou moins le même parcours de vie, on a plus ou moins le même vécu, à quelques détails près. Youssef, c'est un acharné du travail, tu vois, c'est un exemple pour la jeunesse, pour les sportifs, pour toute personne qui veut baisser les bras. C'est un peu un exemple parce qu'il est parti de rien et il s'en sort bien. Il s'en sort bien et c'est vraiment un travailleur acharné. Là maintenant, il est resté 10 mois en Belgique, j'étais 10 mois avec lui et j'ai vraiment vu que tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, c'était pas un hasard, quoi. Elle continue d'ailleurs sa carrière. Ouais, elle continue sa carrière et croyez-moi qu'il va en surprendre plus d'un. Parce que franchement, c'est un travailleur, un très grand travailleur, c'est un travailleur acharné. Et il se sent obligé de s'entraîner tous les jours, il fait beaucoup de sacrifices.
Ils s'entraînent et quand ils s'entraînent, ils trichent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, quand ils s'entraînent pas à 100%, ils se mettent à 60%, 70%. Youssef, il le fait seul en plus. Il y a pas quelqu'un derrière lui en fait. Il fait seul, il est autodiscipliné. Ça veut dire que le mec, il va s'entraîner. Il va s'entraîner sans avoir quelqu'un derrière lui. Ça veut dire qu'il va avoir un programme et il va pousser la barre haute. Il y a peu de personnes qui sont capables de faire ça. Faut être fort d'esprit pour le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes, même les professionnels, hein, ils vont s'entraîner 5 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais vraiment, ils vont aller courir, ils vont pas se défoncer, ils vont faire du sac, ils vont pas aller à fond, ils vont pas frapper fort, ils vont pas donner 100%, ils vont pas se donner à 100%. À la fin de la séance, ils seront encore normaux, tu vois. Faut vraiment, quand tu veux vraiment être au top et que tu veux vraiment être fort, il faut vraiment aller au-dessus de ses limites. Est-ce que pour toi on peut considérer Youssef comme une légende vivante à l'heure actuelle? Franchement, dans son sport, ce qu'il a fait en boxe thaï, dans un pays comme la Thaïlande, où c'est très très difficile, où le circuit il est vraiment, vraiment très très haut, dans leurs règles, franchement, c'est une légende dans le sport là. Franchement, dans ce qu'il a fait là, ce qu'il a accompli, champion du Lumpini, champion de l'Omnoy, champion du Thai Fight, plusieurs titres WBC, franchement, il a battu vraiment des gros poissons, quoi. Et ton objectif plus tard, c'est de l'égaler ou de le dépasser? Je parle de manière saine, hein, bien sûr, hein, parce que... Ou alors tu partirais sur une autre direction ou... Franchement, je partirais sur ma direction. Youssef, c'est Youssef et moi, je suis Denis, quoi. Moi, c'est moi, tu vois. On a d'autres... Est-ce que c'est une rivalité saine que vous avez? On a d'autres styles. Non, on n'a aucune rivalité. Je dirais que c'est plutôt comme un grand frère et qui va m'épauler. Il sait te guider un petit peu? Qui me guide, qui me motive, qui arrive à me motiver. Et avec mon entraîneur Kamal Chabrani qui fait énormément pour moi dans l'ombre. Et c'est une personne que je remercierai jamais assez, car c'est une personne qui me prend depuis que j'ai 16 ans et qui m'entraîne sans forcément avoir un retour sur investissement maintenant. Et il croit en moi en fait. Même quand j'avais des blessures, quand j'ai eu des moments difficiles, que j'ai perdu des êtres très chers, il a été vraiment très bien avec moi, avec mon petit frère. C'est des personnes qui me donnent vraiment pas mal et qui me donnent vraiment beaucoup. Ça t'aide à évoluer? Ça m'aide à évoluer et ça m'aide à me sentir un peu moins seul. Oui, tout à fait, parce que bon, je veux dire, on parlait aussi de ton petit frère. Tu as endossé un petit peu un rôle de protecteur pour lui et d'encadrant, non? Voilà, c'est mon petit frère. On n'a pas eu le choix, on n'a pas eu le choix. Maintenant, on s'en sort très bien. On a perdu nos parents, mais on continue, la tête haute et on continue à se battre. Parce que la vie, c'est un combat. Tu n'auras jamais la vie que tu veux. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des coups durs, tu vois. C'est à toi de les anticiper et d'aller savoir comment rebondir, en fait. Savoir comment rebondir. C'est soit tu te bats, soit t'abandonnes. Et tu te dégrades, en fait. Et tu seras jamais heureux. Si tu abandonnes, tu vas toujours te lamenter sur ton sort. Et c'est pas ça qu'on veut. On nous a appris à nous battre. Mon père nous a appris à nous battre et on va se battre jusqu'au bout. J'ai la chance d'être encadré par des personnes qui veulent mon bien, comme mon entraîneur, comme Youssef maintenant qui est avec moi, qui me soutient. Il y a pas mal d'autres personnes qui me soutiennent aussi. Donc on peut pas se laisser aller, on peut pas se laisser abattre. Ouais, c'est une épreuve de la vie, comme une autre, quoi. Non, mais t'es inspirant. Comme Issam qui a un handicap, que le garçon, tu vois, il se bat jour et nuit pour arriver à ses objectifs, qui fait du sport, c'est des gens inspirants. Franchement, respect, chapeau à lui, quoi. Ouais, mais clairement, de toute façon, je suis sûr et certain qu'il regardera le podcast qu'on est en train de faire. Mais Issam, ouais, il n'y a pas photo, quoi. Ça fait 5-6 ans que je le connais. Ce gars ne fait que progresser et il lâche pas. Et il lâchera jamais. Quand tu vois que des gens ils sont en pleine santé, ils sont en pleine possession de leurs moyens et qu'ils font rien, qu'ils ont un potentiel et qu'ils font rien, t'as envie de leur dire. De leur mettre une tarte, hein, parfois. De leur mettre une tarte. Mais tu peux pas forcer quelqu'un. Tu peux pas forcer quelqu'un. Tu peux le guider. Mais tu prends ou tu prends pas. Mais si tu prends pas, moi je serai plus là. Tu vois, il y a un moment. En fait, ce qui est le plus important dans la vie, pour moi, c'est la prise de conscience. Une fois que tu as une prise de conscience et que tu as pris conscience de l'importance de la chose que tu veux faire, on a beau te répéter et te sermonner pendant
des heures et des heures et des mois. Si tu veux pas faire ça, tu veux pas faire ça. C'est comme, il y a des parents, ils forcent leur enfant à devenir boxeur. Parce qu'ils ont une frustration un petit peu. Car la plupart du temps, ils n'ont pas su arriver au niveau auquel ils voulaient. Donc ils vont rendre fou leur enfant pour arriver. Mais l'enfant, il veut pas. Il n'a pas la prise de conscience. Il ne comprend pas pourquoi il s'entraîne. Donc il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire convenablement. Ça veut dire qu'il ne va jamais arriver au top. Quand il y a quelqu'un qui a la prise de conscience, ça change tout. Moi, quand j'étais jeune, j'allais jamais courir. Je voulais jamais courir quand j'étais jeune. J'avais 13-14 ans. C'était trop facile les combats. C'était pas que c'était trop facile, mais j'avais quelque chose qui me permettait de m'en sortir. Ouais. Et puis j'ai vu, on me disait, tu dois commencer à faire des entraînements physiques, tu dois commencer à faire des entraînements physiques, tu dois commencer à faire des entraînements physiques. C'est Rachid, un ami à mon père, qui me le disait, mais je l'écoutais pas, je le laissais parler, Rachid Talbaoui, un ancien joueur de foot, je pense pas que tu vas le connaître. Il me le disait, il me le répétait à longueur de journée, mais moi je l'écoutais pas, je m'en foutais, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai senti que j'avais un problème. Et là, j'ai commencé à comprendre que l'entraînement physique, c'était aussi important que la boxe. Et c'est là que ça m'a fait avancer. C'est la prise de conscience qui est importante. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Vu comme ça, franchement, c'est difficile de s'opposer à ce que tu dis. Encore un autre exemple. Un gosse qui va à l'école. S'il n'a pas la prise de conscience que c'est important d'aller à l'école pour son avenir, tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Il s'en bat les couilles. Quoi. Tu vois, clairement. Clairement, quoi. On parlait de ton petit frère aussi tantôt, et ça veut me faire rebondir par rapport à Youssef, parce qu'on parle beaucoup de Youssef, c'est quand même le gars qui est le plus connu, qui est légende du sport boxe thaï, mais il y a aussi son frère qui est une machine de combat. Ah, son frère aussi, c'est Yacine, hein, c'est ça? C'est un combattant qui a combattu avec un surpoids et qui arrive. Mais ouais, c'est vraiment hallucinant la transformation qu'il a fait. Qui arrivait à faire des dégâts à son poids en poids lourd en boxe thaï, parce qu'il avait une technique et il trouvait vite la faille en fait. Et là, il a vraiment séché et je pense que... Il préparait pas un combat lui justement en fait suite à ça. Je sais pas s'il prépare un combat, je pense qu'il est encore en train d'affiner son physique. Et je pense qu'il va en surprendre plus d'un et je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Mais moi aussi je suis curieux parce que... Je pense qu'on n'est pas les seuls à être curieux, je pense que ça a fait un peu de buzz, sa perte de poids du jour au lendemain. C'est un peu comme dans Dragon Ball Z. C'est Goku qui a fait la transformation. Tu me connais bien aussi? Ouais, forcément, quoi, logique. Hein. Bah ouais, non, franchement, super inspirant en tout cas, cette famille, c'est un truc de fou, quoi. Écoute, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Je sais pas si tu as d'autres trucs à ajouter. S'il y a peut-être pour tous ceux qui te regardent, parce que tu es une source d'inspiration quand même pour pas mal de jeunes aussi. De jeunes et de moins jeunes, hein, forcément, de personnes plus âgées. Est-ce que tu as un mot de fin par rapport à ton sport, par rapport au cadre de vie, parce que tu as quand même su maintenir un certain cadre de vie, tu as su aller de l'avant, tu n'as jamais lâché, et pourtant tu t'es retrouvé dans des situations qui étaient assez difficiles. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui sont parfois un peu dans le creux de la vague et qui ont besoin à un moment d'un coup de pied au cul ou simplement qu'on les aide à remonter? Je leur dirais de ne pas se laisser abattre par la vie et d'être fort, de croire en leurs rêves et en leurs objectifs et d'avoir des objectifs et de laisser personne briser leurs rêves, d'aller toujours de l'avant et d'aller à fond, quoi. Que si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas, vraiment faites-le et donnez-vous tous les moyens pour le faire. Restez fort et déterminé. Et la discipline, l'autodiscipline. Et vous arriverez à tout dans la vie, je pense. Et j'aimerais te remercier toi, Nicolas, pour ce podcast qui était assez agréable. Ouais, écoute, Denise, merci. Franchement, bon moment avec toi. Merci à vous et suivez Nicolas pour ses aventures. Il est top. Merci, Denise, super. Ouais, super. Ah ouais, attends. Mince, on allait partir juste maintenant. Denis sur les réseaux, Instagram, Facebook peut-être. Mon Facebook, vous pouvez me suivre sur mon actualité sur ma page Facebook qui est Denis Demir Capou. Ouais. Et sur Instagram, c'est Denis Badboy 01. Ouais, ben ça va, on affichera tout comme ça. Nickel. Parfait. Merci, salut. T'as encore des coachings là? Là, non, j'ai un coaching ici après 18h.